Tout cela paraît clair, évident. La propriété, c'est quelque chose de naturel, de bon, de juste. Prétendre le contraire, c'est se condamner à une organisation sociale qui ne peut que faillir, tomber dans l'échec et le désordre. Une société où les choses sont gérées comme des biens communs ne peut aboutir qu'à une tragédie, pour reprendre la célèbre analyse de l'écologue américain Garrett Hardin. La propriété privée serait donc le meilleur moyen d'organiser la société en posant des limites, des bornes physiques, juridiques, entre les possessions de chacun et chacune. Liberté et propriété, dans notre imaginaire politique courant, sont ainsi indissociables. Je suis libre d'user de ma propriété, et cette liberté s'arrête là où commence la propriété d'autrui. De là, découlerait une satisfaction générale que l'on pourrait calculer dans une perspective de coût-bénéfice dans la plus pure tradition utilitariste. Et en dehors de l'utilitarisme, le libéralisme d'un Friedrich Hayek y trouve toute satisfaction. Le marché, fondé sur la propriété privée, n'est jamais aussi optimal que quand celle-ci est bien protégée de toute intervention sociale et démocratique. Avec tout ça, on se trouve dans ce que le philosophe Pierre Crétois appelle un ordre propriétaire. Un ordre jugé avantageux du fait de ses conséquences qui profiterait au plus grand nombre ou au bon fonctionnement du marché en général. Mais dans son dernier livre, La copossession du monde, Crétois inverse la thèse et soutient que la propriété engendre en réalité un désordre tel qu'il produit bien plus de désavantages que d'avantages. Par conséquent, la propriété ne doit pas être considérée comme une valeur fondamentale, et pour le bien de toutes et tous, ainsi que de la planète, il faudrait peut-être songer à la penser autrement, à l'imaginer non pas sur un mode individuel, mais sur un mode collectif, et à la considérer au final comme quelque chose de secondaire dans la manière d'organiser la vie et la société. Tout appartient à tout le monde, il y a copossession du monde, c'est ce qu'on va voir dans cet épisode. Bienvenue sur Politicon. Avec la copossession du monde, Pierre Crétois poursuit son enquête philosophique sur la propriété, initiée avec La part commune, paru en 2020, également aux éditions Amsterdam. Et on avait parlé de ce livre déjà dans l'épisode sur les communs que j'avais diffusé à la même époque. Dans ce livre, Crétois proposait de relativiser la propriété et de ne plus la considérer comme absolue et essentielle, comme le fait l'idéologie propriétariste. L'idée commune à ces deux ouvrages est que la propriété doit être soumise à d'autres principes et droits. Ce qui importe en société, c'est bien moins d'être propriétaire des choses que de pouvoir y accéder de manière égale. La propriété est au final un rapport social qui passe par des choses, et ces choses ont des conséquences qui ne valent pas seulement pour leurs propriétaires. On pense forcément à ces conséquences négatives des activités industrielles sur le climat et à l'usage de la voiture individuelle et de bien d'autres objets. Mais on peut aussi faire référence aux activités économiques en général qui laissent aux seuls propriétaires des capitaux la possibilité de choisir vers quoi elles s'orientent, et ce aux dépens d'un bien commun plus assuré, loin de l'aliénation du travail et des inégalités qui se reproduisent. Mais avant d'aller plus loin dans le réquisitoire contre la propriété et de détailler la proposition de Crétois vers une copossession du monde, faisons place à la défense, la propriété. C'est tout de même avantageux, non ? Dans l'introduction de son livre, Crétois note 4 arguments en faveur de la propriété. Le premier, c'est celui qui prétend que la propriété permet d'éviter le désordre qui serait produit dans une situation où des choses seraient communes. C'est la thèse de Garrett Hardin et de la tragédie des communs, on l'a dit. Mais précisons un peu les choses. Hardin, ici, imagine un champ laissé à la libre disposition d'éleveurs qui souhaitent y faire paître leurs animaux. Mais au bout d'un moment, tous les animaux s'y retrouvent sans qu'on prenne la peine de gérer la ressource qui finit évidemment par s'épuiser. Et ce, parce que les éleveurs n'ont pensé qu'à leur gain personnel en profitant d'une ressource qui appartient à tout le monde.
Hardin se dit alors que si chaque éleveur avait possédé son propre terrain, chacun d'eux aurait certainement pris soin de préserver durablement la ressource. Comme si donc nous n'étions capables de prendre soin que de ce que l'on possède. La propriété permet donc, dans cette perspective, d'instaurer un ordre et de mieux gérer des ressources. Cette idée de l'ordre propriétaire n'est pas récente dans la pensée moderne et contemporaine. Crétois montre comment on peut déjà la retrouver chez le philosophe anglais Thomas Hobbes, auteur du célèbre Léviathan au XVIIe siècle, un livre pionnier de la théorie du contrat social, dont vous pouvez retrouver la synthèse que j'ai faite en vidéo il y a quelque temps déjà. Selon Hobbes, l'état de nature est donc un état sans propriété, dans lequel tout le monde peut en venir à vouloir s'approprier tout ce qui lui tombe sous la main. Dès lors, un peu comme avec les communs d'Hardin, il s'ensuit une pauvreté collective, puisque les ressources s'épuisent, tandis que de leur côté, les conflits et la guerre de tous contre tous se généralisent. L'argument de Hobbes trouve une filiation 2 siècles plus tard chez l'économiste Malthus, célèbre pour sa thèse sur le contrôle démographique de la population. Chez Malthus, la propriété est défendue comme une manière d'assurer une responsabilité des ressources dans un monde où celles-ci ne pourront pas profiter à une population toujours plus grande. Précisons la démarche. Si on laisse la propriété être redistribuée au bénéfice des plus pauvres, on transmet un signal qui favorise l'accroissement de la pauvreté, puisque les populations qui la subissent se diront qu'elles pourront continuer à faire des enfants. Alors, ne pas interférer dans la propriété de chacun, et surtout des plus riches, dans un but de charité, assure qu'aucun signal positif ne sera envoyé aux plus pauvres, et qu'ainsi ceux-ci ne se reproduiront pas. Les ressources et les biens, dès lors, ne s'épuiseront pas, parce que la population ne sera pas devenue trop importante. Allez, passons aux 3 autres arguments en faveur de la propriété dégagée par Crétois. Ceci se retrouve notamment au sein des pensées néolibérales, dont Hayek est l'un des représentants. Ici, précisons-le, le néolibéralisme est compris comme une doctrine selon laquelle le marché doit être protégé des interférences sociales grâce à un cadre juridique et étatique déployé, selon les versions, à l'échelle nationale ou globale. Et là-dessus, n'hésitez pas à aller voir la vidéo sur le sujet que j'ai sortie il y a quelques mois à propos du livre de l'historien Quinn Slobodian, Les globalistes. Mais poursuivons avec les arguments. Le second argument dégagé par Crétois prétend que la propriété permet un ordre qui assure les libertés individuelles en laissant chacun faire ce qu'il souhaite avec ce qu'il possède. Personne ne peut interférer dans la liberté et la propriété d'autrui. Dès lors, troisième argument, chacun peut accumuler de la richesse sans craindre le vol ou de l'interférence arbitraire. On peut lier cela au quatrième argument, selon lequel la propriété permet une prospérité globale en assurant par les mécanismes du marché des échanges mutuellement consentis entre les propriétés de chacun et chacune. Ces mécanismes doivent être assurés par l'intervention juridique de l'État qui garantit la propriété, la logique des contrats et de la concurrence. On l'a dit donc, l'État soutient et protège le marché des demandes sociales, démocratiques ou environnementales. Et c'est bien le problème. Les défenseurs de la propriété nous disent qu'elle permet d'avoir le meilleur modèle politique et social. Mais cela est-il vrai, demande Pierre Crétois. Pour l'auteur, c'est loin d'être le cas, et la propriété telle que défendue par Hayek, par exemple, n'aboutit qu'à une société désordonnée, dans laquelle la liberté tant vantée est fortement limitée et occulte, qui plus est, une autre liberté, celle politique et démocratique. D'abord donc, l'ordre spontané de Hayek conduit au désordre, si ceux et celles qui en sont victimes, de diverses manières et pour diverses raisons, veulent le contourner ou s'en échapper. Ce qui risque d'autant plus d'amplifier les conflits en plus d'une défiance envers l'État. En effet, si l'État ne fait que protéger les marchés sans se préoccuper des résultats inégalitaires qu'ils produisent, on peut largement lui reprocher de n'être au service que des plus riches. C'est l'esprit propriétaire qui gagne contre l'esprit civique, pour le dire comme Crétois. Mais au prix donc d'une adhésion bien faible de la population au fonctionnement économique et politique général.
Et dès lors, la liberté politique est aussi évacuée au profit d'une liberté de l'acheteur. La démocratie politique s'écrase à l'ombre d'une démocratie des consommateurs, inventée par un Ludwig von Mises ou par Hayek, par lesquels les individus choisissent en fonction de leurs désirs et de l'affichage des prix, des biens et des services. Il en résulterait pour eux un équilibre sur le marché qui serait produit par les choix individuels de chacun. Mais Crétois demande, peut-on vraiment réduire des choix de consommation, qui ne sont pas toujours des choix d'ailleurs, à des choix politiques ? En effet, lorsque l'on achète un objet, on ne souscrit pas nécessairement au mode de production et aux conditions de travail qui ont permis sa fabrication. La consommation dans notre société est un acte pétri de contradictions internes dans laquelle s'engouffre parmi d'autres facteurs le pouvoir du marché à faire désirer un objet sans pour autant faire désirer le système qui va avec. Sans parler de la nécessité de se loger, de se vêtir et de se nourrir avec ce que l'on peut. Et comme l'écrit Crétois, je cite, « On peut admettre qu'un système qui force à un individu d'accepter comme consommateur ce qu'il réprouve politiquement est pervers. » Et en effet, le choix politique est différent. Il est plus directement un choix global sur la manière dont la société devrait fonctionner, et surtout il est un choix qui met en jeu l'intérêt général avant l'intérêt strictement individuel. Quant à la liberté du travailleur, on connaît les analyses marxiennes sur l'exploitation et l'aliénation, et sans même y recourir, on mesure l'asymétrie qui existe entre le possesseur du capital et ses employés. C'est toujours l'employeur qui possède les moyens de subvenir aux besoins de l'employé. C'est lui qui décide de la production, des conditions générales de travail, etc. Là où l'emploi est relativement rare, le salarié a souvent peu de choix qui s'offrent à lui et il ne peut négocier en toute liberté son contrat de travail. L'ordre propriétaire est donc inefficace, en plus d'être injuste. Il permet l'aliénation, l'inégalité, la pollution et bien d'autres maux. C'est pourquoi il faut voir les choses en face. La propriété ne compte pas vraiment. Et si l'on veut la liberté, celle-ci peut parfaitement être pensée comme étant compatible avec un monde dans lequel les choses seraient copossédées par toutes et tous. Crétois écrit ainsi, je cite, « On n'a de quoi considérer que la propriété privée des choses est le seul moyen de garantir la liberté individuelle, alors qu'il existe des cas clairement identifiés ou identifiables où la propriété privée diminue la liberté et où la propriété partagée ou des formes de copossession l'augmentent. » Que ce soit les bibliothèques, les parcs ou d'autres lieux similaires, nous pouvons trouver des lieux ou en imaginer d'autres qui proposent des ressources partagées en accroissant la capacité d'agir de toutes et tous. Mais donc enfin, que signifie pour Crétois que les choses soient copossédées ? Selon Crétois, les pensées qui défendent l'ordre propriétaire admettent bien sûr l'idée d'un monde commun. Pourtant, l'inverse est tout à fait possible. On peut créer les conditions d'un monde dans lequel ce qui est possédé sera fondé précisément sur l'idée et la concrétisation du commun. Dans ce monde, personne ne possède une chose de manière exclusive. Et pour comprendre cela, on peut raisonner en termes juridiques. Un monde copossédé, c'est un monde où toutes et tous possèdent des droits partagés sur des choses de manière relative. La propriété devient en fait quelque chose de relationnel, ce qui implique qu'elle n'est pas absolue et qu'elle doit être pensée comme un droit largement secondaire. Ce qui importe, ce sont la mise en pratique d'autres valeurs, comme une égale liberté et la possibilité de vivre collectivement une vie épanouie et dénuée de domination. Crétois traite cette question ici en s'opposant notamment au philosophe américain John Rawls, célèbre pour avoir fortement influencé la pensée politique des dernières décennies en théorisant une pensée de la justice sociale inspirée par le contrat social. On a d'ailleurs parlé de tout ça dans un des premiers épisodes de la chaîne, il y a presque 7 ans maintenant. Alors Rawls, donc, défend dans sa perspective une démocratie de propriétaires qui pourrait assurer à toutes et tous une véritable égalité des chances. Mais Crétois répond que c'est chercher une solution en utilisant le problème qu'on cherche à régler. Dès lors, il faut en venir à la thèse suivante, et je cite Crétois. « Nul ne peut faire absolument ce qu'il veut avec ce qui lui appartient. Les droits que chacun peut exercer sur les choses se limitent à ceux qui sont compatibles avec des cadres équitables, ceci définissant ce que nous nous devons les uns aux autres. » Concrètement,
Cela signifie que l'on n'a pas le droit d'avoir un usage de nos possessions qui pourrait nuire à la collectivité dans un monde où toute action et usage de biens affectent de manière directe ou indirecte un grand nombre de personnes. La propriété devient donc une modalité du commun, un droit relatif qui doit s'insérer dans un cadre qui assure une vie commune exempte de domination. Il est donc possible d'acquérir des biens personnels, mais leur usage doit être compatible avec le bien commun et donc ne pas nuire aux autres. De manière plus générale, Crétois imagine une république des biens communs, dans laquelle on pourrait trouver 3 catégories de biens. La première serait celle des ressources socialisées, comme l'éducation, la justice ou la santé. La deuxième catégorie serait celle des ressources naturelles, comme l'air et l'eau. La troisième catégorie est la plus novatrice ici car elle regroupe les biens privés, sur lesquels certaines personnes ont des droits directs, mais qu'on considère comme copossédés, sur lesquels donc tout le monde a des droits dérivés, en tant que l'usage de ces biens influence la vie commune en général. Crétois pense ici aux entreprises ou aux industries, de manière globale. On pourrait presque dire que le paradigme dessiné par Crétois constitue une sorte d'alternative non marxienne à une forme de projet que l'on pourrait qualifier, en occultant toutes les connotations habituelles, de communiste. De quoi certainement aviver les débats, notamment à travers l'idée d'une république des biens communs dans laquelle l'État a toute sa place. En tout cas, le programme de recherche est posé avec les 2 livres que l'auteur a fait paraître, reste à l'approfondir et à lui discuter. Allez, voilà pour cette enquête sur l'ordre propriétaire et la recherche d'alternatives bien plus désirables. Vous pouvez retrouver le livre de Crétois, La copossession du monde, aux éditions Amsterdam. N'hésitez pas à partager cet épisode, et vous pouvez également liker, commenter, vous abonner, acheter mon livre sur les idéologies politiques, et à en parler autour de vous, à déposer des avis dessus en ligne, ou à faire un don sur Patreon par exemple, si ça vous dit. Allez, on se retrouve le mois prochain, et en attendant, comme d'habitude, portez-vous bien.